Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Très heureuse de vous retrouver ce soir. Voici les titres de ce mercredi. Des tensions et des débordements en marge de la première journée de mobilisation sociale de la rentrée. 175 000 personnes ont participé au mouvement selon le ministère de l'Intérieur. Des centaines d'actions ont été menées partout sur le territoire. Près de 500 personnes ont été interpellées. Les images fortes de la journée dans un instant. Il promet une vraie rupture sur le fond et pas seulement sur la forme. Sébastien Lecornu a pris possession de son bureau à Matignon après la passation de pouvoir à la mi-journée avec François Bayrou. Alors à quoi va ressembler la méthode Lecornu? Nos informations dans ce journal. Une nouvelle attaque au couteau dans un lycée. Une enseignante et un élève ont été poignardés cet après-midi à Antibes. Le suspect, un ancien élève de l'établissement, est connu des services de police. Il est fiché S. Il a été interpellé. La France appelle ses ressortissants en Pologne à la vigilance. Hier soir, des drones de combat russes ont violé l'espace aérien polonais. Ils ont été abattus. C'est du jamais vu depuis le début de la guerre en Ukraine. La Pologne dénonce une agression sans précédent. Et puis alors que l'obésité fait de plus en plus de ravages chez nos enfants et nos adolescents, le grand format de ce 20h s'intéresse au fléau de la malbouffe. Pourquoi sommes-nous trop accros au sucre? On en trouve partout, vraiment partout, même dans les plats salés et même dans la viande. On vous dit tout à la fin de ce journal. Ils voulaient crier leur colère et bloquer la France. Des actions, des manifestations, des blocages ont eu lieu toute la journée sur les ronds-points, dans les gares, dans les facs. Le ministère de l'Intérieur parle de 175 000 participants. C'est 100 000 de moins que lors de la première manifestation des Gilets jaunes. Le récit de la journée, Paul-Luc Monnier, Guillaume Le Goff. La confusion vers 16h, dans le quartier des Halles, en plein cœur de Paris. Les CRS chargent les manifestants, repoussés de tous les côtés. Soudain, les flammes dans une brasserie. À l'origine, sans doute, un tir de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Le point d'orgue d'une journée de tension et de manifestation. Dans toute la France ce matin, un concert de klaxons et le réveil d'un vieux symbole, le rond-point. Ça fait 8 ans que je suis dans les Gilets jaunes. Donc j'ai fait la première période et je reviens là. De la périphérie de Besançon à celle de Rouen, les Gilets jaunes retrouvent des couleurs. Occupation de giratoires et blocage des poids lourds. Je vais te mettre là-bas à droite et tu bouges plus. Macron est remonté. Et tout augmente, les retraites n'augmentent pas. On va où là? Il veut nous faire crever la dalle. Barrage filtrant en Normandie et tentative de péage gratuit sur l'autoroute A10, près de Poitiers. On bloque 10 minutes, on laisse 1 minute ouverte, 10 minutes, 1 minute ouverte. Les manifestants sont vite délogés par la gendarmerie. Une personne est interpellée. À Paris, c'est le boulevard périphérique qui est ciblé. Du mobilier sur la chaussée. Même chose à Lyon, quelques minutes plus tôt. Les esprits commencent à s'échauffer. Dans toute la France, des occupations symboliques, comme cet entrepôt Amazon dans le Nord, et des manifestations plus classiques. Dans le cortège à Toulouse, la nomination d'un nouveau Premier ministre. C'est un foutage de gueule de plus. Indiffère. Je peux rien dire de plus. Il y a plus de Premier ministre que d'années d'études que j'ai, donc ça commence à faire beaucoup quand même. Une journée émaillée d'incidents. 473 interpellations. Ici à Paris, les forces de l'ordre se retrouvent acculées. La confrontation dure une quinzaine de minutes. Plus loin, les policiers tentent de protéger la gare du Nord. Dans toute la France, 175 000 personnes ont manifesté selon le ministère de l'Intérieur, moins que pour le premier week-end des Gilets jaunes. Selon la CGT, ils étaient 250 000 dans les rues aujourd'hui.
Et à noter que 4,14% précisément des agents de la fonction publique d'État étaient grévistes aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le reportage, des violences ont émaillé la mobilisation, mais c'est à Rennes, dans la capitale bretonne, que les tensions ont été les plus vives. Toute la journée, des affrontements ont opposé policiers et manifestants. Un bus a même été saccagé et incendié. Camille Wormser et Nicolas Daladieu. Une fumée épaisse et dense envahit la rocade de Rennes. Sous ce pont, un bus de la ville s'embrase. L'incendie va durer de longues minutes. Le conducteur, seule personne à bord, a pu sortir à temps. Image marquante d'une journée de contestation dans la capitale bretonne. Dès 6h30 ce matin, les manifestants prennent de court les forces de l'ordre. Ils parviennent à investir la rocade. Des barrières sont installées, la circulation bloquée. Les automobilistes sont obligés de prendre leur mal en patience. Qu'il y ait des causes qui soient légitimes, je veux bien, mais là, ce que je remets en cause, c'est le moyen d'action et le blocus complet. Donc là, ça ne profite à personne, ni à leur mouvement, ni à nous. Ouais, je comprends le mouvement, mais je comprends pas pourquoi ils font chier tout le monde. Pourquoi ils bloquent tout le monde pour ça. On veut juste aller bosser et passer 1 heure de plus sur la route pour ça. Moi, j'ai rien demandé. La police finit par intervenir et dégage les voies à l'aide de leurs blindés. Quelques heures plus tard, en marge de la manifestation, le feu à nouveau au cœur du centre-ville cette fois. Face à face tendu entre groupes cagoulés et CRS. Avant dispersion à l'aide du canon à eau. Sur la place, ne restent alors que les dégâts des affrontements. Durant cette journée de mobilisation, 23 personnes ont été interpellées. Au cash citoyen, c'était un des mots d'ordre lancés sur les réseaux sociaux pour cette journée de mobilisation avec un objectif, boycotter la carte bleue dans les commerces et les restaurants et provoquer si possible une panique bancaire. Cette initiative a-t-elle été suivie? Les supermarchés ont-ils été bloqués? On fait le point avec Julien Bigard, Élise Régaud et Antoine Morel. Une zone commerciale bloquée à Poitiers. Un hypermarché encerclé par des manifestants près de Perpignan. Ou un barrage filtrant, ici, près d'Albi. Nous, on a le droit de travailler et de vivre de notre travail. Les manifestants ont essayé de s'attaquer au cœur de l'économie, de bloquer les accès aux centres de consommation. C'est une façon de se montrer, de dire qu'on est nombreux, que le peuple, il ne faut pas l'oublier. Dans la banlieue nord de Paris, cet hypermarché a dû baisser le rideau face aux manifestants. La grande distribution représente, selon eux, les dérives de l'économie française. C'est le truc par capitalisme, par excellence. C'est là où on trouve le bénéfice. Les patrons, ils se font un bénéfice maximum et les salariés sont payés au SMIC. Retour avec un chariot vide pour les clients. Mais cet employé dans l'éducation nationale soutient tout de même le mouvement. C'est un peu embêtant, mais on se débrouille et on va autre part. Cette habitante, elle, est plus contrariée. Maintenant, dans notre pays, pour un oui, pour un non, ils bloquent tout. Si c'est pas ça, c'est autre chose. Certains petits commerçants rejoignent aussi la contestation, mais en visant les banques. Alors, 12,92, vous payez en espèces, monsieur? Ce boucher encourage ses clients à utiliser leur petite monnaie plutôt que la carte bleue. Ben là, je vous fais 5% si vous payez en espèces durant toute la semaine. Ah, voilà. Fallait me le dire. Le boucher n'en peut plus des commissions qu'il doit verser lors des paiements par carte. C'est à peu près 9 000 € par an qui sont prélevés par les banques uniquement pour cette carte bleue. C'est surtout mettre notre pierre à l'édifice. C'est pouvoir se dire qu'à notre niveau, on est capable de faire quelque chose. Un mouvement de protestation des commerçants dont les effets sont ce soir difficiles à quantifier selon la Banque de France. Intéressons-nous maintenant au profil de cette France en colère. Pourquoi ces Français sont-ils descendus dans la rue aujourd'hui? Quelles sont leurs revendications, leurs inquiétudes? Julien Cholin et Alexandre Gras ont été à la rencontre des manifestants du Havre. 6 heures du matin, ils sont une trentaine à installer un barrage filtrant sur cet axe à l'entrée du Havre. Bonjour monsieur. Parmi eux, des militants syndicaux et d'anciens gilets jaunes. D'autres, moins aguerris, ont rejoint le mouvement via Internet. C'est pas trop dur sous la pluie? Ça va, on est habitué ici. Hein. Ce qui les a décidés, c'est la suppression possible de 2 jours fériés. 4 milliards qui sont économisés avec ces 2 jours fériés, c'est la même chose, le même montant que pour l'ISF. Quel message ça envoie à la population? Vous avez un discours très à gauche,
Ouais, Est-ce que ça veut dire que le mouvement est très à gauche? En fait, quand on s'est rassemblés en AG, on s'est pas dit toi t'es quoi, toi t'es quoi. C'est juste on était dans un mouvement commun, on s'est pas dit lui. Mais les mots d'ordre sont plutôt de gauche, votre ventrôle. Ah oui. Des profils qui varient tout de même selon les points de blocage. Plusieurs points de filtrage se sont constitués au fur et à mesure. On va se rendre sur l'un d'eux qui est tenu par la CGT. Ici, une centaine d'ouvriers salariés des entreprises du secteur ont répondu à l'appel de la section locale du syndicat. C'est quoi le sens de se joindre à ce genre de mouvement par rapport à d'autres types de manifestations un peu plus entre guillemets classiques? C'est de changer. Hein. Les gens en ont marre de faire un tour d'hôtel de ville, ça dure 1 heure et après rentrer chez vous et basta. On essaie de changer le mode d'action. Mode d'action et puis surtout c'est un réenclenchement. On est sur une dynamique de rentrée. Vous espérez qu'il y a un mouvement qui s'ancre et qui dure? Qui s'amplifie, oui, bien sûr, puisqu'on parle déjà du 18. Un peu plus loin, nous sommes ici dans la zone industrielle de Gonfreville avec la fameuse raffinerie. Initialement, les autorités craignaient que ce genre d'infrastructure soit prise pour cible. Ce n'est pas le cas, pas ici en tout cas. Pendant ce temps, au centre-ville, On fait partie du mouvement de grève générale. C'est un mouvement national, nous ne sommes pas seuls. une soixantaine de lycéens se sont rassemblés devant les grilles. Du coup, est-ce que vous voulez nos... Oui, je veux bien. Donc dessus, il y a les revendications. Dans notre lycée, il y a eu 2 classes qui ont été supprimées cet été. On dépasse largement les mots d'ordre du 10 septembre là. Oui, c'est ça. C'est purement une manifestation lycéenne. Et on se dit que peut-être que si nous, la future génération, on va bientôt voter, dans presque tous 1 an, on va se mettre à voter, peut-être que le gouvernement va peut-être prendre en compte nos avis. 3500 personnes ont défilé au Havre selon les organisateurs. Parmi eux, cette cadre de la métallurgie. Elle manifeste pour la première fois pour défendre les services publics. Moi j'ai été à l'hôpital pour accoucher, on m'a dit écoutez, restriction de couche à votre enfance, il faut le changer moins. Il y avait une salle par exemple à l'hôpital, une salle pour que les mamans se retrouvent pour les collations, etc. Ça a été fermé, faute de budget. Vous estimez que... Mais je trouve qu'on paye des impôts, ok, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces impôts? Payer, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Par contre, on veut avoir des retours, que derrière le service public il aille bien. Ici, la CGT prévoit d'ores et déjà d'organiser de nouvelles actions en début de semaine prochaine. Il a sans doute entendu le bruit de la colère depuis ses fenêtres. Le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, est arrivé vers midi à Matignon pour la passation de pouvoir avec François Bayrou. Pourra-t-il réussir là où ses prédécesseurs ont échoué? Va-t-il maintenir la suppression des 2 jours fériés? Ses premiers mots ont été de promettre une vraie rupture sur le fond et pas seulement dans la forme. Cyril Adriens-Allemand et Maëline Janet. Baptême du feu pour le nouveau Premier ministre. C'était il y a quelques minutes. Sébastien Lecornu présidait sa première réunion de crise après cette journée de mobilisation. Un œil sur les blocages, l'autre sur la mission qui va pleinement l'occuper ces prochains jours à Matignon, la construction d'une majorité. Dès la mi-journée, lors de la passation de pouvoir, Sébastien Lecornu donne le ton. Il va falloir des ruptures. Et pas que sur la forme. Et pas que dans la méthode. Des ruptures aussi sur le fond. Une rupture, mais quelle rupture? Ce n'est pas une rupture avec Emmanuel Macron, mais avec François Bayrou, insiste l'entourage du chef de l'État aujourd'hui. Selon nos informations, la suppression de 2 jours fériés serait remise en cause. Autre piste sur la table, la taxation des plus hauts revenus. Aller plus loin sur la fiscalité des plus riches, oui, mais pas la taxe Zuckman, abonde un proche conseiller d'Emmanuel Macron. Un pas vers les socialistes qui se montrent intransigeants sur la question. Je dis au Premier ministre, oui, il va falloir mettre à contribution les très hauts patrimoines qui se sont enrichis ces dernières années. Et c'est un point fondamental de la discussion et nous entendons qu'ils le comprennent. Les socialistes ont fixé leur ligne rouge. Le Rassemblement national rappelle les siennes. Durcissement de la politique migratoire, baisse de la contribution française à l'Union européenne. Sans cela, Jordan Bardella menace. Soit il y a rupture, soit il y aura censure. Et si ce gouvernement entend là encore poursuivre la politique d'Emmanuel Macron, eh bien, il tombera. À Matignon, le Premier ministre multiplie les consultations, avec pour priorité l'union du bloc central. Quant à la formation du gouvernement, là, Sébastien Lecornu se donne du temps. Vous l'avez compris, le dossier le plus chaud, le plus urgent pour le nouveau Premier ministre, ce sera de faire voter un budget avant décembre. Dorothée Lachaud, bonsoir. Bonsoir Léa. Il va falloir pour Sébastien Lecornu aller
très vite. Et oui, très clairement, parce que le temps presse. Le Premier ministre a déjà un chrono qui défile au-dessus de sa tête avec une toute première date phare, le mardi 7 octobre. C'est ce jour-là, selon la loi, que son gouvernement doit déposer un projet de budget à l'Assemblée nationale. Parce qu'il faut regarder 70 jours au Parlement pour l'examiner, puis pour en débattre de ce texte. Il a ensuite, ce Parlement, jusqu'au 31 décembre au plus tard pour l'adopter. Donc vous l'imaginez, dans ces délais quasi impossibles pour Sébastien Lecornu de partir d'une copie blanche. Pour aller vite, il va devoir reprendre une partie des éléments du budget de François Bayrou, les moins polémiques, parce que tic-tac, l'heure tourne déjà. Si les parlementaires ne parviennent pas à se mettre d'accord, il va se passer quoi ? Eh bien là, on retombe dans le scénario de l'année dernière, celui d'une loi spéciale qui pourrait être déclenchée fin décembre pour reconduire le budget 2025. Vous allez me dire, mais alors concrètement, eh bien le pays, oui, pourra fonctionner, mais tout sera gelé. Les prestations sociales, les salaires des fonctionnaires, les allocations chômage, rien ne sera réévalué avec l'inflation. Une nouvelle année blanche, en somme. 2 lois spéciales d'affilée, Léa, ce serait une première. Ça ne s'est encore jamais produit dans notre histoire. Merci à vous, Dorothée. Comme vous dites, tic-tac pour le nouveau Premier ministre. Et le vote de ce budget, on en reparlera. Je vous le disais dans les titres, cette nouvelle terrible attaque au couteau dans un lycée. Une enseignante et un élève ont été poignardés à Antibes, dans un lycée horticole. L'enseignante de 52 ans est grièvement blessée. Son pronostic vital n'est pas engagé. L'agresseur, un ancien élève de l'établissement, était connu des services de police. Il est fiché S. Il a été interpellé. Audrey Richier et Raymond Chaplard. L'attaque a eu lieu aux environs de 14h devant ce bâtiment réservé à la vie scolaire du lycée horticole d'Antibes auquel nous avons pu accéder quelques minutes après le drame. Un jeune homme porte 3 coups de couteau sur une professeure d'anglais qui se trouve dans un état grave ce soir. Un lycéen de 16 ans qui a tenté d'intervenir est plus légèrement blessé. Immédiatement, les élèves présents dans l'établissement sont confinés, d'autres sont bloqués devant le lycée. La fille de l'enseignante blessée, jointe par ses camarades, est sous le choc. Tu sais si c'est trop grave ou pas ? Je sais pas, je sais rien en fait. Mais c'est qui lui a fait ça ? L'assaillant serait un ancien élève de 18 ans. D'après une source proche de l'enquête, il est fiché S, connu pour de lourds problèmes psychiatriques. Il était sous contrôle judiciaire après une précédente tentative d'attaque contre son lycée en avril 2024. Cet élève qui revenait au lycée après sa pause déjeuner l'a croisé. Grand, il avait un pantalon cargo et il était en noir je crois aussi. Et il allait en direction justement de la salle des profs, de la CPE et tout. Il a été arrêté grâce à l'intervention du proviseur de l'établissement et est entendu dans les locaux de la police judiciaire de Nice, tout comme de nombreux témoins de l'attaque. Après près de 2 heures de confinement, les élèves quittent progressivement le lycée, encore choqués. Les élèves qui étaient en cours de sport se sont mis à courir, il y en a qui se sont cachés dans la forêt plus haut, donc bon. Après, on a fait comme on a pu. Mais comment l'assaillant a-t-il pu pénétrer dans l'établissement ? Pour cet élève de BTS, il n'était pas assez sécurisé. Voilà, ça bouge pas, portail ouvert. Moi, j'ai jamais vu ça, quoi. Des travaux avaient pourtant commencé cet été pour installer des portiques de sécurité à l'entrée du lycée. Ce soir, tous les élèves ont quitté l'établissement et ne seront pas accueillis demain. L'actualité, c'est aussi ce nouveau rebondissement dans l'affaire Jubilard. À quelques jours de l'ouverture de son procès devant les assises, on a appris que Cédric Jubilard, accusé, vous le savez, d'avoir tué sa femme Delphine, aurait en plus essayé d'intimider un témoin. Une de ses ex-petites amies à qui il aurait envoyé depuis la prison des messages menaçants et insultants. Une enquête pour subornation de témoins a été ouverte. Nathalie Pérez, Baptiste Lègle. Cédric Jubilard a-t-il tenté de faire pression sur Jennifer, son ex-compagne, en l'appelant à plusieurs reprises et en laissant ce message sur son répondeur ? Réponds-moi, de quoi t'as peur ? Cherchait-il à lui faire modifier son témoignage ? Il y a quelques semaines, la jeune femme avait révélé qu'au cours d'un parloir, il lui aurait avoué le meurtre de Delphine, son épouse. Un meurtre prémédité, dit-elle. Il aurait même repéré un terrain vague pour y enterrer son corps. Il m'a avoué qu'il avait repéré cet endroit-là un mois avant, en passant devant cet endroit pour aller sur un chantier. Il m'a dit l'avoir étranglé chez eux, sur le canapé. Pourtant, dans ses lettres à Jennifer, qu'il savait lues par l'administration pénitentiaire, il tenait un tout autre discours à propos de son épouse. J'ai espoir de revoir Delphine au plus vite et de pouvoir passer à autre chose que cette prison de ouf.
Depuis bientôt 5 ans, plus personne n'a jamais revu Delphine Jubilard. Cette jeune femme pleine de vie que l'on voit sur ces rares images vidéo a mystérieusement disparu. Depuis le début, un seul suspect, Cédric Jubilard, son mari. Tout a commencé le 16 décembre 2020, lorsque Cédric Jubilard reçoit les gendarmes au petit matin, après avoir signalé la disparition de son épouse. Première surprise, sa tenue, qu'il va garder pendant toute l'audition, et elle n'est pas du goût des militaires, au point de le mentionner dans leur PV, avec la photo d'une tenue similaire. Un pyjama de type panda, avec la capuche à oreilles et la queue. Dès lors, toute l'attention des gendarmes va se concentrer sur Cédric Jubilard. Après 6 mois d'enquête, il est incarcéré, accusé du meurtre de sa femme. Il n'y a pourtant aucune preuve irréfutable. Pas de corps, pas de scène de crime et pas d'aveu, mais une accumulation d'indices suffisants pour faire de lui le suspect numéro 1. Selon l'accusation, Cédric Jubilard a commis une première erreur. Ce soir-là, il coupe son téléphone à 22h30. Il ne le rallumera qu'à 4h09 pour appeler les gendarmes. Un élément à charge, balayé par son avocate. L'intérêt d'éteindre son téléphone portable lorsqu'on est un criminel, c'est de ne pas être repéré à un endroit déterminé. Là, lui, il avait tout intérêt à laisser son téléphone allumé et à le laisser toute la nuit à la maison. Et il aurait pu dire ensuite, regardez, je n'ai pas bougé de la maison, la preuve, mon téléphone portable me géolocalise au domicile. Peu avant la disparition, une violente dispute aurait éclaté entre les deux époux. En témoignent les lunettes de Delphine, dont elle ne se séparait jamais, retrouvées brisées dans le salon. Puis une des voisines qui affirme que vers 23h, elle aurait entendu les hurlements d'une femme. Mais ce sont des mots d'enfant, ceux de Louis, 7 ans, le fils aîné des Jubilard, qui va sceller la conviction des enquêteurs. Au cours de ces 3 auditions, Louis va raconter avec précision ce qu'il a vu ce soir-là, comme nous le confirme son avocate. Il se couche, il est 23h, il entend ses parents se disputer, il se lève et il voit un échange entre son père et sa mère, une dispute et un échange de coups, il dit en fait. Et après, il va se coucher. Il dit ça s'arrête et je vais me coucher. Que s'est-il passé ensuite? Qu'est-il arrivé à Delphine? Depuis presque 5 ans, les enquêteurs n'ont jamais cessé leurs recherches. Toute la région a été passée au peigne fin, en vain. La dernière fouille s'est déroulée il y a quelques mois ici, dans cette exploitation agricole, à moins de 3 km de la maison des Jubilard. S'ils avaient bloqué tout le secteur, il y avait au moins 30 ou 40 gendarmes, ils ont fouillé les voitures en dessous parce que c'est une décharge publique. Là encore, les gendarmes ne trouveront rien. Cédric Jubilard est-il un génie du crime ou bien un innocent affabulateur que tout accable? Dans quelques jours, ce sera à la cour d'assises d'en juger. Et on suivra évidemment ce procès très attendu. En bref, à présent, sachez que la piste d'une ingérence étrangère est en train de se confirmer dans l'affaire des têtes de cochon dont on vous a parlé hier dans le 20h. Ces têtes de cochon déposées devant des mosquées. 2 hommes ont été identifiés. Ils circulaient dans une voiture immatriculée en Serbie et ils ont quitté le territoire dès hier matin, ce qui conforte et confirme la thèse d'une probable ingérence venue de l'étranger. À l'étranger toujours, après l'Ukraine, la Russie va-t-elle maintenant menacer la Pologne? L'armée polonaise a abattu la nuit dernière une dizaine de drones russes particulièrement gros, particulièrement imposants, qui avaient violé son espace aérien. C'est une première pour ce pays membre de l'OTAN. La Pologne, mais aussi la France et l'Allemagne dénoncent une agression russe extrêmement grave. Lionel Feuerstein et Brice Boussoir. Ce drone a-t-il été envoyé sur ordre de Vladimir Poutine en Pologne pour tester les défenses de l'OTAN? Cette nuit, 19 engins de ce type ont traversé la frontière, du jamais vu pour un pays membre de l'Alliance Atlantique. Dès 23h, avions de chasse polonais et néerlandais que l'on entend ici sur cette vidéo amateur les ont traqués jusqu'au petit matin. 3 ont été abattus. L'une de ces machines s'est écrasée sur cette maison située à 15 km de l'Ukraine. L'habitation est éventrée, mais les propriétaires indemnes. Dans le village, les habitants n'en reviennent pas.
Il y a eu une explosion terrible. Je n'avais jamais entendu ça. Tout le monde a eu peur. C'est incroyable. Nous sommes quand même à 300 km de la frontière et un drone arrive au centre de la Pologne. Aussitôt l'attaque détectée, un message d'alerte a été envoyé aux habitants et les autorités ont fermé pendant plusieurs heures 4 aéroports du pays. Selon la Pologne, ces drones de combat seraient partis de Biélorussie, pays allié du Kremlin. L'un d'eux s'est écrasé à 130 km à peine de Varsovie. Il était au milieu de centaines d'autres destinés, eux, à l'Ukraine. Pour Moscou, la Pologne n'était pas visée. Écoutez, les dirigeants de l'Union européenne et de l'OTAN accusent la Russie de provocation tous les jours, le plus souvent sans même essayer de présenter des arguments. Face à ce qu'elle estime une provocation de grande ampleur, Varsovie a obtenu l'activation de l'article 4 du traité de l'OTAN, qui prévoit des consultations dans l'urgence entre alliés avant une éventuelle riposte. L'Alliance se dit prête à toutes les options, mais prudemment et sans escalade, affirme notamment l'Allemagne qui, comme la France, condamne l'attaque. Pour l'heure, aucune décision n'a été prise. Je précise que la France appelle ce soir ses ressortissants en Pologne à la vigilance dans un communiqué du Quai d'Orsay. On parle d'eux tous les jours en cette rentrée sociale. Les ultra-riches, la gauche, vous le savez, veut les taxer davantage au risque de les faire quitter la France. Et leur nouvel Eldorado aux super riches, eh bien ce n'est plus Londres, mais l'Italie. L'Italie et particulièrement la ville de Milan, qui avec une politique fiscale très favorable, attire de plus en plus de grandes fortunes. Les appartements se vendent à prix d'or et les clubs privés se multiplient. Reportage Raphaël Chapira, Marion Huguet. Dans cette petite rue de Milan, Olga Drozdova, agent immobilier de luxe, propose un bien rare à la vente. Caché derrière ce vieux palais restauré et accessible au 3e étage, cette maison de 700 mètres carrés qui réunit toutes les attentes de sa riche clientèle étrangère, toujours plus nombreuse. Ce que nous demandent les acquéreurs de ce niveau, c'est d'avoir un espace très vaste pour pouvoir accueillir des événements festifs et disposer d'une zone de représentation. 5 chambres, 6 salles de bain en marbre, lustre de cristal, le chic à l'italienne avec tous les services des résidences modernes, notamment l'ascenseur intérieur pour accéder au clou du spectacle, la piscine privée. Et voici. Malheureusement, nous ne pouvons pas divulguer le prix demandé, mais je peux vous dire qu'il dépasse les 10 millions d'euros. Un bien qui devrait se vendre rapidement, car Milan est devenu un repère de grande fortune. En 10 ans, la capitale économique du pays compte 24% de millionnaires en plus, avec l'arrivée de nouveaux résidents haut de gamme. Parmi lesquels, le pilote de Formule 1, Lewis Hamilton, dont la fortune est estimée à 250 millions d'euros, ou encore l'homme d'affaires égyptien Nassef Sawiris, 9,5 milliards d'euros. De quoi faire exploser les prix. Jusqu'à 100 000 euros du mètre carré dans cette rue devenue l'une des plus chères du monde. Des tarifs trop élevés pour la plupart des Italiens, dont les salaires moyens sont parmi les plus bas d'Europe. Peu à peu, la classe moyenne doit abandonner la ville, car les loyers sont trop chers. C'est le revers de la médaille. Si l'Italie s'est rendue si attractive, c'est grâce à une mesure très avantageuse pour les fortunes internationales. Depuis 2017, toute personne qui choisit l'Italie comme résidence fiscale voit ses impôts sur ses revenus issus de l'étranger plafonnés à 200 000 euros par an, quel que soit le montant de ces transferts. Initiée en 2016 par le gouvernement de centre-gauche de Matteo Renzi, la mesure a été maintenue par tous les gouvernements depuis, y compris celui de Giorgia Meloni. En 10 ans, Milan s'est transformé, adoptant les codes inspirés des villes internationales comme Londres. On se trouve dans la Via dei Giardini, qui est l'une des avenues les plus chères de Milan, l'équivalent de la rue de la Paix dans le Monopoly italien. Et on a eu l'autorisation exceptionnelle de pouvoir visiter l'un des lieux les plus sélects de Milan, où les grands patrons du monde entier se retrouvent en toute discrétion. The Wild est un club à l'anglaise qui a ouvert l'an dernier. Décoration soignée, presse internationale sur le comptoir. Tout est fait pour que les membres, triés sur le volet par cette Française, se créent un réseau solide. Imaginez, vous arrivez de Londres et vous connaissez personne à Milan. Le seul moyen, c'est aussi d'intégrer un club où là, vous êtes sûr de rencontrer des gens un peu similaires qui partagent les mêmes valeurs. Et vous pouvez vous sentir comme à New York, à Paris ou à Londres. C'est ça qui est important. D'autres clubs comme celui-ci sont déjà en construction à Milan. Selon une récente étude, le nombre d'ultra-riches devrait augmenter de 3% par an au cours des 4 prochaines années en Italie.
Et on en reparlera à la fin de ce journal avec l'homme qui veut taxer les ultra-riches, l'économiste Gabriel Zucman et sa taxe Zucman qui vise les plus hauts patrimoines. Il sera notre invité dans quelques minutes. Mais avant, cette histoire stupéfiante, ubuesque même. Une femme a été obligée de présenter un certificat de vie, comme celui que vous voyez là, pour prouver qu'elle était en vie. Vous ne me croyez pas, c'est pourtant ce qui est arrivé à cette habitante du Bas-Rhin, âgée de 77 ans et considérée comme morte par l'administration. Aline Riffel, c'est son nom, a vu en quelques semaines sa retraite et sa carte vitale bloquée. Caroline Arnold et Louise Cléty l'ont rencontrée. C'est un moment de vie, comme Aline Riffel aime en partager avec sa petite fille en toute sérénité. Mais depuis quelques semaines, la vie de cette Alsacienne de 77 ans a été complètement bouleversée. Officiellement, pour l'administration, je suis décédée. Je ne vis plus. Une histoire inimaginable qui commence par un coup de fil de la mairie à sa petite fille. La CARSAT, la caisse de retraite, réclame un certificat de décès. J'ai fait, on vous l'a fourni, c'est de Michel Dimer. Et elle a fait, non, c'est de votre grand-mère qu'il faut un certificat de décès. Je fais, mais elle n'est pas décédée, je l'ai quittée il y a 2 minutes, elle allait bien. Le résultat d'une erreur de saisie. Quelques semaines plus tôt, en effet, Aline Riffel avait signalé à la CARSAT le décès de son oncle, dont elle était la tutrice. Mais elle aussi est alors déclarée morte. Ils bloquent tout. Ils bloquent tout. C'est quoi que la pension et la sécurité et la carte vitale. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Le début d'un combat administratif. C'est le certificat de vie. Un certificat de vie est même dressé par la mairie pour prouver qu'elle n'est pas morte à l'administration. Mais en attendant qu'il soit pris en compte, c'est tout le quotidien de la septuagénaire qui est paralysé, toutes ses démarches bloquées, notamment lorsqu'elle se rend en pharmacie pour chercher ses traitements. Non, la carte est invalide, il nous met là. C'est une très grande angoisse parce qu'il ne peut rien m'arriver. Je me fais une foulure, je me coupe, je dois avoir des points de suture, je paye de ma poche ou je ne le fais pas. Heureusement pour ces traitements de fond, le pharmacien a pu lui avancer le coût des médicaments. Dans le cas de madame, c'est un coût de plusieurs centaines d'euros, mais nécessaire par rapport à son état de santé. Et là, c'est très important qu'elle soit venue nous voir pour la continuité de son traitement. Un cauchemar qui devrait bientôt s'arrêter. Selon la sécurité sociale comme la caisse de retraite, les droits d'Aline Riffel ont été rétablis, avec un retour à la normale dans les prochains jours. Et on la salue ce soir à Aline. On en vient à présent au grand format du 20h. Pourquoi sommes-nous tous accros au sucre? Comment se désintoxiquer de cette addiction? C'est ce qu'on va vous montrer ce soir dans ce grand format, avec d'abord cette enquête édifiante. On pourrait croire que ces dernières années, les industriels avaient fait un effort pour réduire les quantités de sucre dans nos produits. Eh bien non, c'est plutôt l'inverse. Les marques bourrent toujours plus les produits de sucre et même les plats salés et même la viande. La preuve avec Agnès Giraud-Carlier et Océane Labalette. Ça m'a l'air excellent tout ça. Jean-Max Seri fait partie de ces personnes pour lesquelles une journée sans sucre est une journée sans saveur. Je suis grand, normalement j'ai une double part. Hein. Alors même s'il a déjà pris son petit déjeuner, pas question de se priver d'une part de gâteau. Qu'est-ce que ça vous procure? Du bonheur et du bien-être. Ma petite douceur du matin, pour être en forme, pour être agréable vis-à-vis des gens qu'on côtoie. C'est ma petite caresse du matin, on va dire. Des aliments sucrés, le matin, le midi, au goûter et même le soir. Par exemple, je vais prendre des bananes, je vais en prendre 3 ou 4. Moi j'aime bien par exemple quand on prend le café, des petites choses comme ça, des petits roulés au chocolat. Les carambars, oui, je pioche dedans. Un stock de réserve, rien qu'à lui. On est bien servi. Et on fait attention que le stock se reconditionne de jour en jour et qu'il n'y a pas de creux, qu'il n'y a pas d'insuffisance. Des produits de grande consommation transformés qui contiennent parfois plus de sucre qu'on ne l'imagine. Pour cette boîte de céréales fourrée au chocolat, c'est l'équivalent de 18 morceaux. Pour ce petit yaourt à boire, c'est 3. Et plus inattendu, il y en a aussi dans nos produits salés. Dans cette petite bouteille de ketchup, 9 morceaux et demi. Alors, pourquoi y a-t-il du sucre dans nos produits salés? Christophe Brusset est ingénieur. Il a passé 25 ans dans l'industrie agroalimentaire. Depuis longtemps, le sucre est une matière première peu chère, idéale pour remplacer d'autres produits plus coûteux. On sait très bien que mettre du sucre, même à faible dose ou à petite dose, c'est relativement nocif. Par contre, il y a des réalités de marché qui fait qu'on doit produire pas cher et on doit proposer un produit qui, in fine, sera acheté par le consommateur.
Si on fait un produit qui n'est pas suffisamment doux, pas suffisamment agréable en bouche, on sait très bien qu'il ne se vendra pas. Mais à force de manger du sucre, les consommateurs sont devenus accros. Ce qui était effectivement alarmant, c'était de voir que nos clients s'habituaient de plus en plus à consommer du sucre et de plus en plus. Selon lui, rajouter du sucre, c'est l'une des recettes utilisées par les industriels pour vendre plus. Nous avons fait nos propres recherches. La boîte de 100 grammes de petits pois carottes des distributeurs Leclerc et Carrefour, en 2013, avoisinait les 3 grammes. C'est 3,7 aujourd'hui. Contactées, ces enseignes affirment respecter les normes réglementaires et s'engagent à baisser le taux de sucre. Quant à cette pizza Intermarché, en 2017, elle contenait 3,3 grammes de sucre pour 100 grammes. Aujourd'hui, c'est 5,7. Intermarché explique que cette augmentation est liée à la présence d'un ingrédient en plus grande quantité. La majeure partie du sucre présent dans cette recette provient des tomates elles-mêmes qui sont naturellement sucrées. Mais pour les consommateurs, pas si simple de décrypter les étiquettes, car le sucre avance caché sous le nom de saccharose, dextrose, dextrine et tant d'autres. Selon cette nutritionniste, une consommation régulière de sucre crée la dépendance. Le sucre, ça libère de la dopamine au niveau du cerveau. Donc du coup, ça apporte beaucoup de plaisir, ça leur donne du plaisir. S'il y a des grandes variations comme ça, forcément, notre besoin va être de plus en plus accru. Une surconsommation de sucre, c'est un risque de diabète, de surpoids ou encore de maladies cardiovasculaires. Alors est-on condamné à manger trop de sucre? Eh bien non, grâce au Nutri-Score que vous connaissez par cœur, le logo ABCDE que vous trouvez sur la majorité des produits. Le Nutri-Score qui devient plus sévère et qui oblige les industriels à changer leurs recettes pour ne pas voir leurs notes dégringoler. Moins de sel, moins de sucre, notamment dans les céréales préférées des Français. Alexandre Guin et Noé Lemontec. Des produits équilibrés pour la santé. D'autres trop riches en sucre ou en sel. En quelques années, ces lettres sont devenues une référence. Le Nutri-Score est de plus en plus présent sur les emballages, un critère de choix pour cet étudiant. Ça me permet d'avoir un petit aperçu rapide concernant le contenu en glucides, lipides. Un indicateur aussi critiqué. Pas assez sévère pour cette consommatrice qui se méfie. C'est un peu biaisé, c'est un peu trop facile. Il faut vraiment regarder dans le détail tout ce qui est composant, donc additifs alimentaires, etc. Le Nutri-Score a été durci au mois de mars. De nombreux produits trop sucrés, trop salés ou avec des additifs vont voir leur note rétrogradée en 2027 s'ils ne modifient pas leurs recettes. Pour les industriels, il y a donc urgence car une mauvaise note peut faire chuter les ventes. Près de Clermont-Ferrand, cette usine fabrique 5000 paquets de pain de mie tous les jours. Pour conserver un Nutri-Score A, la marque a décidé d'adapter sa recette au nouveau calcul qui favorise la teneur en fibres. Nous avons travaillé sur une solution naturelle qui va consister à utiliser une farine très riche en fibres. Et l'apport de fibres naturelles va nous permettre de conserver notre classification dans le Nutri-Score A. Avec ce changement de farine, la quantité de fibres alimentaires dans ce pain de mie a plus que doublé. À ce stade-là, on va façonner la pâte, c'est-à-dire qu'on va la rouler pour pouvoir ensuite la mettre dans les moules. L'ingrédient est plus coûteux et sera répercuté directement sur le prix de vente, entre 10 et 15% de hausse. Une nouvelle recette risquée, car si le goût change trop brutalement, les clients pourraient se détourner du produit. Lorsqu'on modifie cet ingrédient, ça modifie considérablement le produit fini, donc c'est un enjeu majeur. Et ce qui pourrait paraître un changement assez simple, en fait, est un vrai changement en profondeur de toute notre approche nutritionnelle. Des industriels prêts à tout pour ne pas voir leur score dégringoler. Comme cette célèbre marque de céréales chocolatées. Elle était classée A et risquait de passer à la lettre C. Mais grâce à une nouvelle recette moins sucrée, moins salée, la note n'a été dégradée que d'un cran. Un défi aussi pour les marques de distributeurs. Pour concurrencer les grandes marques, elles s'efforcent depuis des années d'avoir les meilleures notes possibles au Nutri-Score. Chaque année, on se fixe pour objectif de reformuler 1500 recettes où on améliore le Nutri-Score à minima d'une lettre. Les industriels ont encore 1 an et demi pour mettre à jour leur Nutri-Score avec le nouveau calcul. Mais pour certains produits, il est parfois difficile d'obtenir une bonne note. Alors plusieurs marques ont trouvé le moyen de le contourner avec des alternatives
comme le Planet Score, très peu connu. Il ressemble beaucoup au Nutri-Score, même lettre, même couleur, mais lui mesure l'impact environnemental de l'aliment et n'a rien à voir avec sa qualité nutritionnelle. Nous avons soumis à ce spécialiste un paquet de biscuits au chocolat noté B. Ça n'est pas un Nutri-Score B, c'est là la tromperie, c'est un Planet Score B. Sur le plan nutritionnel, avec 28 grammes de sucre pour 100 grammes, il mérite un Nutri-Score D. Serge Erkberg est nutritionniste. Il a participé à la création du Nutri-Score en France. Aujourd'hui, il dénonce ces pratiques et regrette que certains industriels refusent encore d'afficher le Nutri-Score. Une marque qui n'affiche pas le Nutri-Score, c'est une marque qui a quelque chose à cacher. Vaut mieux privilégier dans tous les cas ceux qui jouent le jeu, qui respectent les consommateurs et qui fournissent la transparence sur la composition de leurs produits. Aujourd'hui, 60% des produits vendus en supermarché affichent le Nutri-Score sur leur emballage. Et toujours dans notre grand format spécial Malbouffe, vous avez forcément entendu parler des piqûres anti-obésité qui font fureur aux États-Unis. Un Américain sur 10 se fait lui-même des piqûres pour maigrir. La conséquence, évidemment, c'est qu'on a moins faim et du coup, les Américains vont moins au restaurant. Alors, les restaurateurs ont décidé de réagir et ils proposent de plus en plus des menus miniatures. Un mini-burger, 7 frites et 3 gouttes de bière. Eh bien, ça cartonne à New York. On le voit avec Diane Schlinger et Anto Filippi. Dans la ville de la démesure, des gratte-ciel au menu XXL, la malbouffe s'affiche comme un modèle. Format extra large, là encore. Mais dans cette folie des grandeurs, voici une petite révolution pour les clients de certains restaurants new-yorkais. Est-ce que je peux avoir un tout petit menu ? Oui, on a un petit burger avec une petite boisson. Oui, un mini-menu destiné aux adultes pour 8$ contre 28 pour la taille classique. Et pour être petit, c'est petit. 10 centilitres de bière, 7 frites exactement et un sandwich modèle réduit. Tout juste 50 grammes de viande dans ce petit burger contre 200 dans le classique. Ça se mange vite et il y a moins de calories. Des repas format miniature pour répondre au nouveau régime à la mode. Promu par les grandes stars américaines, Elon Musk, Oprah Winfrey et la dernière en date, la joueuse de tennis, Serena Williams. Ils disent que les GLP-1 pour perdre du poids, c'est de la triche. C'est faux, c'est de la science. GLP-1, la molécule ultra tendance, déclinée sous différents noms, Ozempic, Mounjaro. À l'origine des médicaments destinés aux personnes diabétiques ou obèses. Désormais, 1 Américain sur 10 s'injecte ces produits. Mais voici un des nombreux effets secondaires. Les utilisateurs n'ont plus faim. Plus du tout faim. Juste 4 petites bouchées et je ne peux rien avaler d'autre. Alors même dans les établissements les plus chics, on s'adapte. Certains clients demandent des portions plus petites. Là, je fais un... amuse-bouche. Ici, j'ai foie gras bonbon à la cerise. Depuis 6 mois, ces amuse-bouches sont aussi proposées en guise de dîner à moindre frais et le petit menu dégustation a été réduit de 5 à 3 services. Ozempic est un choix de santé. On doit s'ajuster au choix des clients. C'est une question de survie du restaurant. De quoi attirer ici cette New-Yorkaise qui a déjà utilisé de l'Ozempic. C'est super important d'avoir plus de contrôle sur les quantités, la taille de l'assiette, des portions. Vous n'avez plus envie de manger des trucs, des grosses portions? Ah non, c'est dégueulasse en fait. New York est la première ville des États-Unis à commencer à se mettre à ces mini-portions. Une façon d'essayer de rattraper le retard sur la grande distribution. Car dans les rayons des supermarchés, les produits adaptés sont déjà bien présents. Des plats surgelés comme ce poulet aux légumes étiqueté GLP-1 ou encore ces pâtes. Mais surtout, désormais, sur quasiment tous les emballages, des salades au yaourt, c'est la quantité de protéines qui est mise en avant. Les protéines indispensables aux utilisateurs de Ozempic. Un nouveau marché lucratif à conquérir. Cette enseigne de smoothie l'a bien compris. Avec écrit en gros sur la carte « Soutien au GLP-1 ». Ici, le smoothie n'a pas changé de taille, mais il comprend désormais 2 bonnes cuillères de poudre de protéines. Cela m'a coûté 9$, mais au moins je récupère une partie de l'apport en protéines et en vitamines que je n'ai pas eu dans mes tout petits repas de la journée.
Et c'était le grand format de la rédaction de France Télévisions ce soir. On passe à présent à l'invité du 20h qui est lié à l'actualité. On ne parle que de lui depuis des semaines. Vous connaissez forcément son nom, même si vous avez du mal à mettre un visage. Il est la bête noire des milliardaires, celui qui veut faire payer les plus riches avec sa taxe Zuckman dont François Bayrou n'a pas voulu. La taxe Zuckman, elle est inconstitutionnelle. C'est une folie d'après vous ? C'est honnêtement une menace sur les investissements en France. Parce que, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont partir. Ils vont partir. C'est une menace sur les investissements en France. Et c'est inconstitutionnel. Bonsoir, Gabriel Zuckman. Bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Vous êtes professeur d'économie. Votre taxe Zuckman est au cœur des débats depuis des semaines et des semaines. En cette journée de colère sociale qu'on a vue toute la journée, qu'on a couvert toute la journée, vous pensez vraiment que faire payer les plus riches, ça apportera la paix sociale ? Que c'est aussi simple que ça ? C'est en tout cas une partie de la solution. C'est un instrument au service de la stabilité budgétaire et c'est un instrument au service de la justice. Alors, à l'origine de votre taxe, il y a ce constat. Vous dites que la France est un paradis pour les milliardaires. Vraiment, vous le prouvez comment ? Expliquez-nous. Madame Salamé, les milliardaires français ne payent pas, ou quasiment pas, d'impôt sur le revenu. C'est le point de départ, c'est le constat de base. Comment est-ce que c'est possible ? En raison d'une technique qu'ils utilisent, qui est très peu connue, et qui s'appelle l'utilisation de sociétés holding, qui font écran à l'impôt. Alors j'aimerais que tout le monde comprenne. Les Français qui nous regardent, ils touchent des salaires, des pensions de retraite, et ils payent de l'impôt sur leur revenu, sur ces revenus. Les milliardaires, quant à eux, leur revenu, c'est des dividendes. Et ces dividendes, ils atterrissent dans des sociétés holding où ils ne sont pas fiscalisés. Vous voulez taxer les super riches, les ultra riches. C'est votre taxe Zuckman, dont on a beaucoup parlé, qui avait été d'ailleurs adoptée par l'Assemblée nationale, puis rejetée par le Sénat. La droite ne veut pas en entendre parler. C'est une taxe de 2% par an pour tout patrimoine supérieur à 100 millions d'euros, ce qui touche en gros 1800 foyers, ce qui n'est pas énorme. Vous dites que ça rapporterait à l'État jusqu'à 20 milliards d'euros. Alors c'est un chiffre qui est contesté. J'imagine que vous avez lu la tribune dans Le Monde, publiée par des économistes éminents, dont Philippe Aghion, qui disent non, la taxe Zuckman, ça ne rapportera jamais 20 milliards, ça ne rapportera qu'au maximum 5 milliards. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, Mme Salamé, moi ça fait 17 ans, 18 ans que j'étudie ces questions de grande fortune. J'essaie de cartographier leurs richesses, d'objectiver leurs techniques d'évasion fiscale, d'optimisation. Et le dispositif que j'ai conçu, que je propose, il tire les leçons de toutes ces études et il vise précisément à empêcher l'évasion fiscale des grandes fortunes. Pourquoi est-ce que ça rapporterait beaucoup ? Parce que la réalité, elle est simple. Vous prenez les 500 plus grandes fortunes du magazine Challenge, qui publie chaque année depuis 1996 son célèbre classement. En 1996, les 500 plus riches possédaient l'équivalent de 6% du PIB en fortune. Aujourd'hui, c'est 42% du PIB. Ou pour le dire autrement, en 2010, ces 500 fortunes, elles avaient 200 milliards de patrimoine, 200 milliards d'euros. Aujourd'hui, 1200 milliards. Donc tout le monde comprend que si on taxe ces 1200 milliards en les empêchant d'évader l'impôt, d'optimiser, de faire de l'évasion, ça peut rapporter beaucoup, en l'occurrence de l'ordre de 20 milliards d'euros. Mais vous connaissez l'argument. Ça videra la France de ses entreprises. Les plus riches, ils vont partir. On a mis un sujet tout à l'heure sur Milan, qui est le nouvel Eldorado des plus riches. C'est à 1 heure d'avion de Paris. Ils vont partir et ça veut dire des milliers d'emplois aussi. Vous connaissez l'argument. C'est l'éternel argument de l'exil fiscal. Que montrent les études scientifiques sur le sujet ? Elles sont unanimes. L'exil fiscal, c'est pas zéro, mais il est faible. Et par ailleurs, on peut le réduire en mettant en œuvre ce qu'on pourrait appeler un bouclier anti-exil, qui consisterait très simplement à dire que les contribuables concernés par l'impôt plancher, je le rappelle, on parle de 1800 personnes qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Ce n'est pas les personnes qui nous regardent qui sont concernées. Ces personnes-là, si elles étaient tentées par l'exil, elles devraient continuer à payer cet impôt plancher pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans après leur départ. J'ajouterais juste une chose. C'est ce que font les États-Unis. Et les États-Unis vont même encore plus loin que ça.
Parce qu'ils disent l'impôt va continuer à s'appliquer jusqu'au restant de vos jours. Il n'y a pas un pays, pour l'instant, qui applique vraiment précisément votre taxe Zuckman. Personne ne l'applique. Oui, mais... Ils en débattent, mais pour l'instant, ce n'est pas appliqué. Mais le débat monte dans beaucoup de pays. Moi, j'ai travaillé avec les équipes de Joe Biden aux États-Unis qui avaient proposé, il y a 2 ans, de créer un impôt minimum sur les milliardaires. L'année dernière, j'ai travaillé avec le Brésil de Lula, qui présidait le G20 et qui a mis cette question à l'agenda du G20. Le débat monte en Grande-Bretagne. Il y a des pays comme l'Espagne, comme l'Afrique du Sud, qui veulent aussi introduire cette mesure. On a un nouveau Premier ministre en France, Sébastien Lecornu. Si en un mot, vous avez quoi à lui dire ce soir ? Que si vous envisagez d'imposer les milliardaires, et on en a besoin, les Français qui nous regardent ne vont pas accepter des efforts tant que les milliardaires ne payent pas d'impôt sur le revenu. Alors si vous envisagez de les imposer, je suis à votre disposition, 24 heures sur 24. Je ne sais pas s'il a votre numéro de téléphone. Merci en tout cas, Gabriel Zuckman, d'avoir été avec nous ce soir. C'était les nouvelles du monde en ce mercredi 10 septembre. Journal réalisé dans des conditions particulières en raison du mouvement de grève d'une partie des personnels de France Télévisions. Vous retrouvez Loïc Delamornay sur le canal 16 pour plus d'infos. Tout de suite, la météo d'Anaïs Baïdemir. Et ne manquez pas la formidable nouvelle série Dans de beaux draps avec l'excellente Éléonore Bernheim. Demain, 13h, Julien Bugier. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 20h et je vous souhaite une très belle soirée sur France Télé. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info Canal 16.